Si vous étiez condamné à être traqué à vie par un tueur immortel, que feriez-vous? Il peut ressembler à n'importe quelle personne que vous connaissez, il n'abandonnera jamais et rien ne pourra briser la malédiction. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le harceleur métamorphe dans It Follows. La vie de cette jeune femme, Jay, est sur le point de changer. Bientôt, elle devra fuir un tueur inhumain qui la poursuivra aussi longtemps qu'elle vivra. Cette jeune fille sort en courant de chez elle dans une banlieue tranquille. Elle semble terrifiée et ne cesse pas de regarder par-dessus son épaule. Elle s'arrête au milieu de la rue, mais il n'y a rien. La jeune fille monte dans une voiture et s'en va, ignorant son téléphone qui sonne pendant des heures, jusqu'à atteindre une plage voisine à la tombée de la nuit. Elle s'assoit sur le sable en pleurant et répond enfin aux appels de son père. La jeune fille lui dit qu'elle l'aime et elle lui dit au revoir en regardant la plage vide devant elle. Le lendemain matin, elle gît morte dans le sable et quelque chose a gravement mutilé son corps. Quelque temps plus tard, cette jeune femme, Jay ici, se rend à un rencard au ciné avec son petit ami Yu. Elle raconte au jeune homme qu'elle a l'habitude de jouer à un jeu où l'un d'eux doit choisir quelqu'un dans la foule avec qui il voudrait échanger de place. Et son partenaire doit deviner qui elle a choisi. Quand c'est au tour de Jay de deviner, son petit ami lui fait remarquer qu'il veut changer sa place avec ce petit garçon et sa famille, parce qu'il a encore toute la vie devant lui. Jay trouve sa réponse un peu étrange, mais elle ne dit rien. C'est au tour de Yu de deviner. Alors ils entrent dans la salle de cinéma et attendent le début du film. Ils devinent que Jay veut échanger avec la fille en robe jaune qui se tient près de l'entrée. Jay se retourne pour regarder mais ne voit personne, même après que Yu lui a indiqué la fille. Et ça met le jeune homme très mal à l'aise. Son attitude change instantanément et il dit à Jay qu'il ne se sent pas bien et la supplie de quitter le ciné avec lui. Il la raccompagne jusqu'à la voiture, se montrant nerveux et regardant tout le temps derrière eux dans le parking presque vide. Le couple finit par passer la soirée à manger dans un restaurant voisin. Le lendemain, Jay dit à sa sœur que son petit ami a un comportement étrange. Elle lui demande si elle a déjà couché avec lui, et Jay lui répond qu'elle voit bien qu'il en a envie, mais qu'elle n'est pas encore prête. Ce soir-là, Jay et le jeune homme ont un rendez-vous. Ils choisissent cette fois une plage isolée où ils s'embrassent dans le sable. Il retourne à sa voiture où ils continuent à s'embrasser et finissent par coucher ensemble pour la première fois. Ensuite, Jay reste dans la voiture et s'interroge à haute voix sur son avenir et ses rêves. Soudain, Yu l'attrape par derrière et lui passe un chiffon imbibé de chloroforme sur le visage jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Ok, il est clair dès le départ que le petit ami de Jay ne préparait rien de bon. Ce type est extrêmement sournois et ne veut pas dire à sa propre petite amie pourquoi il agit comme s'il avait quelque chose à cacher. Comme ils en sont encore à apprendre des choses élémentaires l'un sur l'autre, il est évident que Jay vient juste de commencer à sortir avec ce mec, et qu'elle ne le connaît pas très bien. Le fait que Yu prétende avoir vu une fille au cinéma qui n'y est pas vraiment, puis qu'il insiste pour que Jay parte avec lui juste après, est un énorme signal d'alarme. Au mieux, le jeune homme change juste les plans à la dernière minute et il a l'intention d'inciter Jay à l'accompagner dans un endroit plus privé afin qu'il puisse avoir des rapports intimes. Mais c'est un manque de respect parce qu'il sait que Jay voulait juste un rendez-vous au ciné et qu'elle lui fera savoir quand elle sera prête à passer à l'étape suivante de leur relation. Mais au pire, il pourrait avoir repéré quelqu'un dont il se cache et voudrait s'enfuir. La paranoïa de Yu et le fait qu'il regarde constamment autour de lui, même quand il n'y a pas de menace visible, ressemblent beaucoup au comportement d'un criminel en fuite. La crainte de se faire repérer dans un endroit bondé en plein jour est très différente de la nervosité ressentie pendant une promenade nocturne dans un endroit dangereux. Dans ce cas, il n'est pas exagéré de supposer que le jeune homme craint d'être repéré par la police, des agents de sécurité ou même les membres d'un gang à qui il doit de l'argent. Dans tous les cas, ça le rend à la fois malhonnête et indigne de confiance. Jay aurait dû se rendre compte que ce type n'est pas franc avec elle et qu'il est probablement impliqué dans des activités très dangereuses ou illégales. C'est pas quelqu'un avec qui elle devrait rester. En règle générale, il est souhaitable qu'une jeune adolescente inexpérimentée comme Jay rencontre ses nouveaux partenaires dans un lieu public comme le cinéma, le temps de déterminer si elle peut leur faire confiance. Si le jeune homme s'avère dangereux, il hésitera à tenter quoi que ce soit avec autant de témoins autour de lui. Sachant cela, Jay n'aurait jamais dû accepter de quitter le ciné avec lui. D'autant plus que Yu ne pouvait pas lui donner une raison valable de partir et qu'elle ne pouvait pas voir la fille qui l'avait rendu nerveux. Jay n'aurait probablement pas dû accepter d'aller à un autre rendez-vous dans un endroit plus isolé encore avec quelqu'un comme ça. Vu qu'il n'y aura personne sur la plage tranquille ou dans la voiture de son petit ami, personne ne pourra l'aider s'il l'attaque. Jay devrait au moins avoir sur elle des armes d'autodéfense de base en permanence. Le chloroforme peut prendre jusqu'à plusieurs minutes pour assommer complètement quelqu'un, et Yu a laissé une de ses mains libres. Ça signifie que Jay dispose d'une petite marge de manœuvre pour se défendre. Si elle avait eu un spray au poivre ou un couteau à cran d'arrêt, elle aurait pu blesser le jeune homme et le neutraliser suffisamment longtemps pour pouvoir essayer de s'enfuir. Jay se réveille attaché à un fauteuil roulant au 2e étage d'un bâtiment abandonné. Yu apparaît et affirme qu'il a fait ça pour son bien, et qu'il est très important qu'elle écoute ce qu'il a à dire. Il pousse Jay jusqu'au bord du bâtiment et lui montre une femme nue qui s'approche d'eux depuis le rez-de-chaussée. Le jeune homme explique qu'en couchant ensemble, il a transmis une malédiction à Jay.
La femme nue est une entité surnaturelle qui suivra Jay toute sa vie et tentera de la tuer si elle parvient à la rattraper. Il dit à Jay qu'elle doit coucher avec quelqu'un d'autre dès que possible pour transmettre la malédiction et se protéger. L'entité ne s'attaquera qu'à la personne la plus récente de la lignée. Yu dit que si elle réussit à tuer Jay, elle recommencera à s'en prendre à lui. L'entité entre dans le bâtiment et ignore totalement l'homme tout en continuant à marcher vers Jay, qui hurle de terreur avant que l'entité ne puisse l'atteindre. Yu se met alors à courir tout en poussant Jay dans son fauteuil roulant hors du bâtiment. Il lui dit que l'entité est très lente, mais qu'elle n'est pas stupide. Elle saura toujours où se trouve Jay et pourra contourner tous les obstacles complexes qu'elle mettra sur son chemin. Il la ramène chez elle et la jette sur le trottoir, les mains toujours attachées. La sœur et les amis de Jay jouent aux cartes sous le porche et se précipitent pour l'aider quand ils voient Jay trébucher sur la pelouse. Ils appellent la police et une foule de voisins se rassemble pour observer la scène. La police interroge Jay et l'emmène à l'hôpital. Les policiers examinent également le parking abandonné où ils ne trouvent que le fauteuil roulant vide utilisé par son ex-petite amie. Malgré leur enquête, ils ne trouvent aucune trace du jeune homme ou de l'entité, ce qui laisse supposer que son ex a utilisé une fausse identité pour rencontrer Jay et entrer en contact avec elle. Quelque temps plus tard, Jay essaie d'oublier l'incident et retourne en classe. En plein cours, elle regarde par la fenêtre et aperçoit une vieille femme en blouse d'hôpital qui traverse l'herbe et se dirige droit vers elle. Personne d'autre ne semble la remarquer et la prof continue à parler de sa leçon. Jay est effrayée et quitte la classe. Dans le couloir, elle voit la même femme qui continue à s'approcher d'elle. Jay l'interpelle, ce qui attire l'attention des autres élèves présentes dans le couloir. Désormais certaine qu'il s'agit de l'entité sous un autre déguisement, Jay se précipite dehors par les portes principales et s'enfuit en courant. Ok, c'est terrifiant. Si ce que dit Yu est vrai, Jay devra faire face à cette menace mortelle toute sa vie. Il est essentiel que Jay découvre par elle-même jusqu'à quel point l'entité est liée au monde physique et à ses règles. L'entité est extrêmement lente et ne se montre pas agressive, même quand elle est proche. Ça signifie que tant que Jay ne la touche pas, elle est libre de tester sa puissance. En se servant d'elle-même comme appât, elle doit attirer l'entité dans une pièce à 2 entrées. Une fois l'entité entrée dans la pièce, un de ses amis peut attendre à l'extérieur et verrouiller la porte derrière elle. Jay peut alors sortir par l'autre entrée et enfermer l'entité à l'intérieur. Bien que ces simples portes verrouillées soient peu susceptibles de retenir l'entité pour toujours, observer comment elle tente de s'échapper donnera au moins à Jay une indication de la force de ses bras et de ses éventuels pouvoirs surnaturels. Si sa harceleuse peut traverser les murs et se téléporter, Jay doit le savoir dès maintenant pour être consciente qu'elle n'est peut-être pas aussi en sécurité qu'elle le pense quand elle est entourée de 4 murs solides. Si la chance est de son côté et que l'entité est effectivement confinée par les lois de la physique, sa priorité devrait être de la piéger pour toujours. En planifiant à l'avance, Jay et ses amis pourraient installer un piège dans une partie isolée de la forêt en creusant un trou profond d'au moins 2 fois la taille d'un homme moyen, puis en le recouvrant d'une bâche et d'un peu de feuillage. Une fois de plus, en se servant d'elle-même comme appât, Jay pourrait faire tomber l'entité dans la fosse. Ils pourront ensuite la remplir de ciment qui emprisonnera l'entité pour toujours une fois qu'il aura durci. Yu serait très utile dans tous les plans qu'ils mettront en place, puisqu'il est la seule autre personne à pouvoir voir l'entité et qu'elle ne s'intéressera absolument pas à lui tant que Jay sera en vie. Jay aurait dû s'en rendre compte et exiger qu'il reste pour l'aider. Même s'il ne se soucie pas de son bien-être, le jeune homme voudra que Jay survive parce qu'elle est son bouclier contre l'entité. Si Yu et elle parviennent à attraper l'entité dans un endroit dégagé, ils pourront tester sa résistance physique ou si elle peut être tuée à l'aide d'une longue lance ou de n'importe quelle arme à distance. Il pourra lui infliger autant de dégâts possibles pendant qu'elle s'en prendra à Jay. Comme l'entité prend la forme d'êtres humains, elle peut avoir une physiologie similaire à celle des gens normaux. Ça signifie que détruire son cerveau en lui tirant une balle dans la tête devrait la tuer ou du moins lui ôter toute capacité de pensée intelligente. Même si l'entité est immortelle, le fait de séparer son cerveau de son système nerveux central en lui coupant la tête lui enlèverait la capacité d'utiliser ses membres pour avancer dans n'importe quelle direction. Jay demande de l'aide à sa sœur et à ses amis. Elle leur dit qu'elle ne comprend pas très bien ce qui la poursuit et qu'elle n'est pas disposée à en parler à sa mère ou à demander de l'aide à qui que ce soit d'autre. Ce jeune homme, Paul, s'inquiète beaucoup pour elle. Il lui propose de passer la nuit chez elle et de dormir sur son canapé pour la protéger, ce que Jay accepte à contre-cœur. Ce soir-là, ses amis passent la nuit chez elle, mais tout semble calme au début. Jay vient parler à Paul et ils partagent un moment chaleureux tous les deux. Il est clair que Paul a des sentiments pour Jay, mais la jeune femme n'est pas sûre de ce qu'elle ressent et les deux n'ont jamais essayé de sortir ensemble. Ils entendent un bruit dans la cuisine et Jay dit à Paul de découvrir ce qui s'est passé. Le garçon part donc voir ce qui se passe et revient en disant à Jay qu'il n'y a personne, mais que quelqu'un a cassé la fenêtre de la cuisine. Paul monte à l'étage pour réveiller la sœur de Jay et lui demander de l'aider. Il n'entend plus aucun bruit en provenance de la cuisine. Jay se lève et se dirige vers la pièce pour voir par elle-même. Mais c'est sa plus grosse erreur. L'entité est juste là. Elle prend la forme d'une femme hideuse, échevelée, avec de l'urine qui coule le long de ses jambes. Elle avance vers Jay qui recule et se met à crier. Elle monte à l'étage et s'enferme dans une chambre tout en écoutant les signes que l'entité est toujours à l'extérieur. Ses amis entendent le vacarme et viennent la voir.
Il frappe à la porte et tente de rassurer Jay en lui disant qu'il n'y a personne dans la maison. Mais la jeune femme est terrifiée. Au bout d'un moment, elle parvient à se lever et à faire entrer Paul et sa sœur. Ils sont intrigués par ce que Jay a vu et affirme n'avoir vu personne d'autre dans la cuisine. La jeune femme n'arrive pas à s'en remettre et insiste sur le fait que quelque chose la poursuit. À ce moment-là, la poignée de la porte commence à être secouée depuis l'extérieur et fait sursauter tout le monde. Ils appellent pour demander qui est là et entendent la voix de leur autre amie à l'extérieur. Ils décident d'ouvrir la porte pour la laisser entrer. La jeune fille se tient inoffensive dans le couloir, elle aussi étonnée de ce qui se passe. Tout à coup, Jay aperçoit un homme de taille inhumaine qui surgit derrière la fille dans l'embrasure de la porte. La jeune femme perd complètement son sang-froid et se précipite sur le balcon en hurlant. Tous demandent à Jay de se calmer, mais elle n'écoute pas. Elle prend son vélo et s'éloigne de la maison seule, à toute vitesse, sous le regard curieux de son voisin. Ok, Jay est une vraie bécasse. Grâce à son rendez-vous au ciné avec You, elle aurait dû se rendre compte que l'entité est invisible pour les gens qui ne sont pas maudits, puisqu'elle n'a pas pu voir la fille que You essayait de lui montrer. Elle a également appris par elle-même que les filles de son école ne pouvaient pas voir l'entité quand elle l'appelait dans le couloir. Ça signifie que c'était une mauvaise idée de demander à Paul de rester pour la protéger puis de l'envoyer vérifier la cuisine. Elle devrait savoir qu'il ne peut pas la voir, et il est évident qu'il rapportera qu'il n'y a personne de toute façon. Au lieu de ça, elle aurait dû préparer la maison comme une arme défensive contre l'entité bien à l'avance. La fenêtre cassée est un indice important que l'entité doit contourner les barrières physiques et qu'elle doit pénétrer dans sa maison comme une personne normale. Ça signifie que Jay devrait avoir encombré chaque pièce du premier étage de sa maison, de sorte que l'entité devra prendre beaucoup plus de temps pour les contourner ou faire un énorme boucan en les poussant hors du chemin. En tous les cas, ça lui permettra de gagner beaucoup plus de temps pour s'éloigner de la maison si elle l'attaque. Pour l'instant, Jay est la seule de son entourage à pouvoir la voir, et donc à s'opposer à l'entité. Sa prochaine tâche sera de convaincre ses amis que l'entité est réelle pour qu'ils puissent consacrer tout leur temps et leurs ressources à l'aider à survivre à ses attaques. La solution la plus évidente serait de sortir son téléphone, de mettre la caméra et d'enregistrer l'entité pendant qu'elle s'approche lentement d'elle. C'est un pari risqué et il est probable que si l'entité ne peut pas être vue par la plupart des gens, elle n'apparaîtra pas non plus sur la vidéo. Au lieu de ça, elle peut continuer à enregistrer mais en forçant l'entité à interagir avec les objets qui l'entourent. En poussant des meubles sur son chemin, ça l'obligera à les écarter au fur et à mesure qu'elle avancera vers elle. Elle peut également jeter de la farine sur le sol de sa cuisine et orienter sa caméra vers les jambes de l'entité afin qu'elle puisse capter ses empreintes. Une fois que ses amis auront vu l'environnement se déplacer de lui-même sur la caméra, ils seront convaincus que Jay dit la vérité et seront plus enclins à l'aider. S'ils sont prêts à risquer leur propre vie pour la sauver, le groupe peut même accepter d'hériter de la malédiction en couchant avec chacun d'entre eux. Ça leur permettra de voir l'entité et de se défendre correctement contre elle. Ça renforcera également la loyauté de chacun parce qu'il en ira de leur vie ou de leur mort de protéger la personne que l'entité poursuit actuellement. Jess se retrouve dans un parc voisin mais ne sait pas quoi faire. Elle s'assoit sur une balançoire au milieu d'un espace ouvert et commence à se balancer d'avant en arrière. Au bout d'un moment, elle entend un bruit et aperçoit un mouvement dans les arbres. La jeune femme se crispe et s'apprête à prendre ses jambes à son cou. Heureusement, ce sont ses amis qui l'ont retrouvée. Soulagée, Jay serre sa sœur dans ses bras et commence à lui expliquer ce qui s'est passé. Jay aperçoit quelqu'un d'autre qui s'approche et demande rapidement à ses amis s'ils le voient tous. Ils répondent tous par l'affirmative, ce qui signifie que la silhouette est humaine. Il s'agit en fait du voisin de Jay, qui a vu cette dernière s'enfuir de la maison et qui est venu voir ce qui s'était passé. Le jeune homme, Greg, a à peu près l'âge de Jay. Il propose son aide après que les amis ont expliqué que quelqu'un s'est introduit dans la maison de Jay. Grâce à ses ressources et ses relations, il parvient à retrouver l'adresse de l'ex-petite amie de Jay. Quelque temps plus tard, tout le groupe d'amis se rend en voiture dans un quartier délabré de la banlieue pour voir l'adresse. Ils y trouvent une maison abandonnée. L'ex de Jay vivait ici, mais il est parti depuis longtemps. En entrant, ils découvrent que toutes les fenêtres ont été recouvertes et que des pièges ont été installés à chaque entrée. Les pièges sont attachés à une chaîne de bouteilles et de canettes vides qui s'entrechoqueraient et feraient beaucoup de bruit si quelqu'un tentait de pénétrer dans la maison. Ils voient également un matelas dans le grenier. À côté, ils trouvent une photo de l'ex avec une amie portant une veste de sport. Jay et Greg se rendent à l'école, parlent à quelques personnes et consultent les annuaires. Ils découvrent le vrai nom de l'ex de Jay. Maintenant qu'ils savent qui il est, le groupe va le retrouver chez lui. Quand sa mère ouvre la porte, Jay est stupéfaite de voir qu'elle ressemble à la femme nue que l'entité a fait apparaître quand elle les a poursuivis dans le bâtiment abandonné. L'ex est surpris de les voir, mais il n'hésite pas à leur donner les informations qu'ils sont venus chercher. Il leur explique qu'il a hérité de la malédiction à la suite d'une aventure d'un soir avec une femme rencontrée dans un bar. Mais il n'a aucune idée de l'origine de cette malédiction ni de la façon de l'arrêter. Le jeune homme explique que même si Jay ne peut pas voir l'entité pour le moment, elle peut être sûre qu'elle marche droit vers elle en permanence. Comme elle est lente, il lui suggère de s'éloigner en voiture pour gagner du temps. Mais l'entité ne cessera jamais de la poursuivre. Avant qu'il ne parte, il dit à nouveau à Jay qu'elle doit coucher avec quelqu'un d'autre pour lui transmettre la malédiction. L'entité s'en prendra alors à l'autre personne à la place.
Ok, c'est exactement ce que Jay doit faire maintenant. En fait, elle doit organiser des séances de drague fréquentes et méthodiques avec tout un groupe de nouveaux partenaires afin de survivre. Comme l'entité est très lente, chaque nouvelle personne qu'elle ajoute à la chaîne peut lui faire gagner de nombreuses semaines. Jay devrait emprunter de l'argent à ses amis et à sa famille et s'envoler immédiatement à l'autre bout du monde. L'Australie, par exemple, est à plus de 18 heures de vol des États-Unis. C'est un pays anglophone où Jay pourra facilement rencontrer de nouvelles personnes. Une fois dans le nouveau pays, Jay devra créer des profils sur toutes les applications de rencontres qu'elle connaît. Elle devra notamment définir ses préférences en matière d'échangisme, afin de rencontrer des personnes qui recherchent constamment la compagnie de partenaires différents. Le premier groupe qu'elle pourra envisager de rencontrer est un duo homme-femme. Elle doit coucher avec l'homme, puis le regarder coucher avec la femme pour s'assurer que la malédiction a été transmise 2 fois au cours de la même séance. Après ça, elle devra inviter la femme à une autre séance avec des partenaires différents dès que possible, et dire qu'elle veut juste regarder la femme avec un nouvel homme cette fois-ci. Jay devra ensuite répéter ce schéma et inviter le nouvel homme à une autre séance avec de nouvelles personnes quelques jours plus tard. Si elle continue à faire ça avec un groupe de 3 ou 4 nouveaux échangistes à chaque fois, elle ajoutera des dizaines de personnes du monde entier à la chaîne entre elle et l'entité. Et comme elle sera présente en tant que voyeuse à chaque séance, elle pourra veiller personnellement à ce que la malédiction soit transmise efficacement jusqu'à 2 fois par séance. Elle pourra notamment se concentrer sur les personnes qui voyagent souvent pour que la malédiction se propage dans le monde entier. Ça signifie que l'entité pourra passer des mois à monter dans des avions ou à traverser plusieurs pays, tandis que les personnes qui ont été maudites sans le savoir ajouteront de plus en plus de partenaires à la liste. Si la malédiction se répand dans des dizaines d'autres pays, Jay gagnera des années avant que l'entité ne s'en prenne à nouveau à elle. Ça peut sembler froid de condamner autant de personnes, mais c'est mieux que de laisser l'entité s'en prendre à Jay elle-même. Et si le plan fonctionne, la malédiction se transmettra de toute façon tous les quelques jours, de sorte que seule une petite poignée d'entre eux sera réellement attrapée par l'entité. Jay devrait également s'efforcer de se rapprocher de quelqu'un qui se trouve 4 ou 5 fois plus bas qu'elle dans la chaîne de malédiction. En gardant constamment un œil sur cette personne, elle saura si cette personne est tuée et quand. Elle saura également quand redémarrer la chaîne avec un nouveau groupe de personnes. Greg propose à Jay et à ses amis de les emmener à la maison de bord de mer de ses parents, pensant que c'est une bonne idée. Il le remercie et accepte d'y aller. Une fois sur place, Jay constate que la maison est magnifique et que la plage est très privée. Ils sont éloignés du voisinage et de qui que ce soit d'autre d'ailleurs. Le lendemain matin, Greg se rend dans un hangar pour prendre le pistolet de ses parents. Il apprend à Jay à s'en servir et la fait s'entraîner en tirant sur des boîtes de céréales. Plus tard, Jay et ses amis se reposent sur la plage. La jeune fille Yara est un peu en retrait et s'approche du groupe depuis le chemin. Tout à coup, Paul voit Yara dans l'eau flottant sur une bouée. Elle crie au groupe que l'eau est agréable et qu'il devrait la rejoindre. En fait, l'entité s'est déguisée en Yara. Elle atteint Jay avant que qui que ce soit ne se rende compte que quelque chose ne va pas. La créature saisit Jay par les cheveux et la jeune femme hurle pour sauver sa vie. Paul ne voit pas l'entité, mais il balance une chaise et se fait violemment projeter sur la plage. Les amis se précipitent dans le bâtiment voisin. Paul soulève sa chemise et voit que l'entité l'a gravement griffé au niveau du ventre. L'entité les suit de près. Jay saisit le pistolet et commence à tirer sur l'entité, l'atteignant au cou et la faisant tomber à la renverse. Elle se relève et frappe la porte faisant un trou dans le bois. Au bout d'un moment, c'est Greg qui apparaît par le trou. Il ne voit rien et ne comprend pas bien ce qui se passe. Greg part enquêter et tout devient silencieux. Jay s'approche de la porte pour regarder, mais c'est sa plus grosse erreur. L'entité fait irruption et se remet à la poursuivre. Jay sort de l'abri en courant et monte dans sa voiture. Totalement paniquée, elle démarre en laissant ses amis derrière elle. Elle roule tellement vite sur la route qu'elle doit faire un écart pour éviter un autre véhicule et la voiture fonce dans un champ et s'immobilise. Quelque temps plus tard, Jay se réveille à l'hôpital. Elle entend des bruits dans le couloir et commence à trembler de peur en pensant que l'entité revient. Mais il n'y a rien. Cette nuit-là, Jay et Greg couchent ensemble, le jeune homme acceptant de prendre la malédiction sur ses épaules. Un peu plus tard, Jay demande à Greg s'il a déjà vu l'entité. L'homme prétend la croire, mais il dit qu'il ne pense pas du tout que l'entité le suive. Après sa sortie de l'hôpital, Jay rentre chez elle, mais elle reste sur ses gardes et complètement paranoïaque. Greg dit à ses amis que l'entité ne lui est toujours pas apparue. Paul essaie de lui dire que quelque chose l'a projeté sur la plage, mais Greg est convaincu que Jay s'est trompé et qu'aucune entité ne les suit. Ok, ce que Jay a vu à la maison de plage est terrifiant. Elle a vu par elle-même que les balles ne lui font pas de mal. L'entité a reçu une balle dans le cou, ce qui aurait probablement provoqué une rupture de la carotide. Le fait qu'elle se soit relevée immédiatement après et que sa blessure ait disparu quand elle a changé de forme, montre qu'elle a la capacité de guérir rapidement ou que sa forme humaine n'est qu'une façade, et que l'entité n'est pas du tout impactée par les limites de la physiologie humaine. Elle est donc pratiquement impossible à tuer. Comme si ça ne suffisait pas, l'entité vient de montrer à quel point elle peut être intelligente et rusée en faisant un trou dans la porte, puis en partant pendant plus de 45 secondes avant de revenir pour ramper à travers.
Jay sait maintenant que l'entité n'est pas du tout prévisible, contrairement à ce que lui avait dit son ex. L'entité ne marche pas en ligne droite vers ses victimes. Elle peut changer d'itinéraire et de comportement pour être tactique et s'approcher furtivement d'elle. Ça signifie que l'entité est tout à fait capable de lui donner un faux sentiment de sécurité. Il y a beaucoup trop de nouvelles menaces auxquelles il faut se préparer, parce que Jay a un certain nombre d'endroits qu'elle fréquente où l'entité pourrait être tapie en l'attendant. Sachant que l'entité est intelligente et qu'elle peut penser de manière tactique, sa capacité à changer d'apparence est bien plus mortelle, parce qu'elle modifie son apparence et son comportement de manière à se fondre parfaitement dans l'environnement. Elle pourrait facilement surprendre Jay quand elle est sur ses gardes. Si c'était moi, je changerais complètement ma façon d'interagir avec les autres. Je me tiendrais toujours à une distance de 3 mètres des étrangers. Ça signifie que je ne sortirais pas dans les endroits bondés et que je me déplacerais exclusivement en voiture plutôt qu'à pied ou par les transports publics. Je devrais dépendre des personnes que j'aime pour m'apporter les produits de première nécessité. Quant à mes amis, j'exigerais qu'ils gardent aussi leur distance, sauf s'ils peuvent me raconter un souvenir qu'ils sont les seuls à connaître. Une fois que chacun d'entre eux aura prouvé qu'il n'est pas l'entité déguisée, je leur donnerai à tous un mot de passe secret, un mot aléatoire et unique comme mandarine. À l'avenir, ils devront enregistrer ce mot de passe avant de s'approcher à moins de 3 mètres de moi. Même si quelqu'un s'approche en ressemblant à mon ami et en agissant comme lui, je le considérerais comme dangereux à moins qu'il ne puisse me donner le mot de passe. Le mot de passe pourrait changer chaque semaine et personne ne serait autorisé à le mentionner à moins qu'il ne vienne me rendre visite. Ça empêcherait l'entité d'espionner un de mes amis pour apprendre comment m'approcher et me tuer. Durant la nuit, Jay, qui s'est enfermée dans sa chambre, se force à rester éveillée pour regarder par la fenêtre. Elle aperçoit un homme étrange vêtu de blanc qui se dirige vers la maison de Greg. Elle frappe à sa fenêtre, mais l'homme l'ignore. Il essaie d'ouvrir la porte d'entrée de Greg, mais elle est verrouillée. Il casse alors une fenêtre avec une pierre et grimpe dans la maison. Réalisant qu'il s'agit de l'entité qui vient tuer Greg, Jay essaie de l'appeler, mais il ne décroche pas. Elle se précipite de l'autre côté de la rue et entre par la fenêtre cassée, espérant pouvoir avertir Greg à temps. Elle voit une femme frapper à la porte de sa chambre et lui crie de ne surtout pas ouvrir. Mais pensant qu'il s'agit de sa mère, Greg ouvre la porte et l'entité se jette immédiatement sur lui. Jay se précipite pour l'aider, mais il est trop tard. Le visage de l'homme devient complètement gris et il cesse de respirer. Sachant qu'elle est à nouveau en danger, Jay remonte dans sa voiture et démarre, alors que l'entité sort de la maison et commence à marcher vers elle. La jeune femme conduit sans but et éclate en sanglots. Après s'être éloignée suffisamment, elle passe la nuit à dormir sur le capot de sa voiture. Le lendemain matin, elle se rend à la plage et aperçoit 3 hommes dans un bateau au large. Jay se déshabille et nage jusqu'à eux, espérant leur transmettre la malédiction pour gagner du temps. Elle rentre chez elle plus tard dans la journée et Paul arrive en lui proposant de coucher avec elle afin qu'elle lui transmette la malédiction et qu'il puisse la protéger. Jay refuse en disant qu'elle ne veut pas qu'il soit blessé après ce qui est arrivé à Greg. Elle regrette d'avoir pensé que Greg pourrait échapper à l'entité et souhaite ne pas l'avoir fait tuer. Paul est blessé par le fait que Jay ne veuille pas coucher avec lui, et il essaie de l'embrasser quand même, mais Jay le repousse à nouveau. Du coup, il demande à la jeune femme si elle lui fait confiance, et l'incite à penser à l'endroit où ils se sont embrassés pour la première fois. Ça s'est passé à la piscine municipale. Les autres amis de Jay montent dans la voiture et ils se dirigent tous vers la piscine. Alors qu'ils s'en vont, Jay aperçoit l'entité sur le toit qu'il observe en train de s'éloigner. Il roule sur une certaine distance jusqu'à la limite de la banlieue. Puis il se gare et continue à pied. Les amis de Jay ont tous de grands sacs avec eux, ce qui fait partie de leur plan pour se débarrasser de l'entité une fois pour toutes. Alors qu'ils marchent, ils se souviennent à quel point ils se sentaient mal à l'aise en entrant dans la ville. La ville est plus délabrée et leurs parents leur ont toujours interdit de s'y aventurer, estimant qu'elle était dangereuse. Ils continuent malgré tout à avancer, escaladent une clôture et entrent dans la piscine couverte de la ville. Comme il est tard, l'endroit est fermé et complètement désert. Ok, si Jay avait essayé plus fort et plus intelligemment de sauver Greg, le groupe aurait pu compter sur un membre fort de plus pour affronter l'entité. Dès qu'elle a couché avec Greg, Jay aurait dû se rendre compte qu'elle n'était plus en danger et qu'elle devait concentrer toute son énergie sur la protection de Greg. Ils ont maintenant un avantage qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Plus d'une personne peut voir l'entité. Dès que Jay a vu l'entité s'introduire dans la maison de Greg, elle aurait dû se rendre compte que suivre ses traces et entrer par la fenêtre après elle serait juste une perte de temps. En faisant ça, elle se place littéralement quelques pas derrière l'entité. Autrement dit, elle n'arrivera jamais jusqu'à Greg en premier. Au lieu de faire ça, elle aurait dû courir autour de la maison et se rendre directement à la fenêtre de la chambre de Greg. Ensuite, elle aurait dû ramasser une pierre semblable à celle que l'entité a utilisée pour entrer par effraction et aurait pu la lancer à travers la fenêtre de l'homme en lui criant de sortir dans le jardin. Greg était peut-être encore sceptique quant à la nature exacte de ce qui les poursuivait, mais presque personne ne choisirait de rester quand un ami paniqué vient l'avertir que sa vie est en danger. Une fois Greg éloigné, Jay aurait pu lui montrer l'entité et le convaincre une fois pour toutes. Le fait que Greg soit entièrement du côté de Jay aurait été crucial, parce que l'homme s'est montré très débrouillard et intelligent. Il a des parents suffisamment riches pour posséder une maison de la plage, tout en étant un charmeur et un possible trafiquant de drogue qui a des contacts avec de nombreuses personnes dans la ville qui pourraient l'aider. La présence de Greg à bord aurait certainement été un atout considérable pour ce qu'ils ont l'intention de faire à la piscine.
Paul semble avoir choisi l'endroit pour sa valeur sentimentale, et non parce qu'il offre un avantage tactique. Aucun des amis ne connaît bien le bâtiment, ni même la ville, et il pourrait donc facilement se retrouver piégé à l'intérieur avec l'entité. Les pièces secondaires du bâtiment sont également étroites, et il suffit d'une porte verrouillée ou d'un mauvais virage pour qu'ils se retrouvent coincés par l'entité. Ils auraient dû se rendre compte qu'ils devaient battre l'entité sur leur propre terrain, et rester dans des endroits qu'ils connaissent sur le bout des doigts. De cette façon, les itinéraires de fuite pourraient être planifiés à l'avance et les points d'étranglement pourraient être piégés pour donner à Jay une chance de se battre contre la tueuse surhumaine. En tout cas, Jay n'aurait pas dû entrer dans le bâtiment avec les autres. Paul aurait dû faire des repérages, s'assurer que chaque pièce dispose de plusieurs sorties et dessiner un plan de l'immeuble pour que le groupe puisse se serrer les coudes et sortir rapidement si les choses devaient mal tourner. Les amis ouvrent leur sac et en sortent de nombreux appareils électroménagers et électroniques. Ils les branchent tous et les placent autour de la piscine, au bord de l'eau. Jay enfile son maillot de bain et entre dans la piscine en nageant jusqu'au milieu. Leur plan est d'attirer l'entité dans la piscine, puis de tirer Jay de l'autre côté. Une fois l'entité dans la piscine, ils y jetteront tous les appareils et transformeront la piscine en un piège électrique mortel. Les trois amis attendent à différentes extrémités de la piscine, mais tout reste calme. Ils s'installent pour quelques heures, attendant en silence que l'entité rattrape Jay. Tout à coup, Jay les appelle et leur montre l'entrée. Elle leur dit que l'entité vient d'arriver. Les amis se mettent en position, mais l'entité ne tombe pas dans leur piège. L'entité ressemble maintenant exactement à son père décédé, et ça trouble vraiment Jay. Au lieu d'entrer dans l'eau, l'entité commence à marcher autour de la piscine vers l'autre bout de la pièce. Elle saisit un des appareils et le lance sur Jay. Sans laisser à la jeune femme le temps de reprendre son souffle, l'entité commence à lancer les autres appareils sur Jay. Les appareils sont tous branchés et provoquent un fort bourdonnement à chaque fois qu'ils touchent l'eau, à cause de l'électricité. Heureusement, le plan de son ami ne fonctionne pas, et Jay n'est pas électrocuté du tout. Elle essaie d'esquiver les objets volants et de s'éloigner à la nage, mais l'entité ne s'arrête pas. Paul court alors chercher le pistolet dans son sac et demande à Jay de pointer l'entité et de garder son doigt pointé sur elle pour qu'il sache où elle se trouve à tout moment. Il essaie de tirer sur l'entité, mais touche Yara à la jambe. Il tire à nouveau et touche l'entité à la main. Mais ça ne la ralentit même pas, et elle lance un fer à repasser sur Jay qu'elle touche à nouveau à la tête. Réfléchissant rapidement, sa sœur prend un drap et commence à l'agiter autour de l'endroit où se trouve l'entité. Après quelques essais, elle réussit à le lancer sur la tête de l'entité. Ça permet à Paul de savoir où elle se trouve. Il tire à nouveau et l'abat d'une balle dans la tête. L'entité tombe dans la piscine, mais elle est toujours vivante. Ok, ses amis détestent clairement Jay. C'est la seule explication possible pour laquelle ils l'auraient forcé à suivre le plan le plus stupide possible. Ils savent déjà que l'entité s'est débarrassée d'une balle dans le cou comme si de rien n'était. Il n'y a donc aucune raison de croire qu'elle pourrait être blessée par des moyens physiques. En fait, ces petits malins sont tellement mal préparés qu'ils sont restés allongés pendant des heures, au lieu de préparer un moyen de rendre l'entité visible. Ils n'ont même pas sorti l'arme de son sac. Leur plan était voué à l'échec dès le départ. L'eau chlorée d'une piscine peut conduire l'électricité, mais c'est pas le meilleur conducteur. Ils auraient au moins pu verser des sacs entiers de sel dans l'eau pour en augmenter la conductivité. Brancher tous les appareils, les mettre en marche et les laisser au bord de l'eau était également une mauvaise idée. N'importe lequel de ces objets de forme irrégulière aurait pu tomber dans l'eau et choquer Jay bien avant que l'entité n'arrive pour l'achever. Ils auraient plutôt dû immerger tous les appareils sous l'eau, les brancher, mais en laissant le disjoncteur principal éteint. De cette façon, il n'y aurait eu aucun risque que Jay soit électrocuté par accident. Et il n'aurait eu qu'à actionner un seul interrupteur général une fois que l'entité serait entrée dans la piscine, au lieu de devoir courir autour de la piscine en lui jetant des sèche-cheveux et des grippins. Le pistolet aurait également dû être dans les mains de la seule personne qui peut voir l'entité, Jay. Au lieu de laisser cette pauvre fille marcher dans l'eau glacée toute la nuit, ils auraient dû chercher une table à jeter au centre de la piscine dans tout le bâtiment. De cette façon, Jay aurait pu se tenir debout sur la table et se maintenir hors de l'eau tout en ayant un point de vue plus élevé pour tirer sur l'entité. Ça aurait également permis de réduire le temps d'activation du piège d'une douzaine de secondes à presque rien. Ils auraient pu actionner l'interrupteur au moment où l'entité serait entrée, sans risque pour Jay puisqu'aucune partie de son corps ne toucherait l'eau. Ça lui aurait également permis de garder ses chaussures en caoutchouc pour l'isoler encore plus du courant qui passerait en dessous d'elle. Jay commence à nager vers le bord de la piscine pour que ses amis puissent la sortir de l'eau. Mais il est trop tard. L'entité la rattrape sous la surface et l'entraîne en arrière, la plongeant complètement sous l'eau. La jeune femme se débat impuissante, mais l'entité s'accroche à sa jambe et ne la lâchera pas jusqu'à qu'elle se noie. Voyant qu'elle est en difficulté, Paul commence à tirer dans la piscine. Il rate quelques tirs, puis parvient à tirer une nouvelle fois dans la tête de l'entité. L'entité lâche Jay qui nage frénétiquement vers la surface, et ses amis tirent la jeune femme épuisée hors de la piscine. Regardant à nouveau la piscine, Jay s'approche prudemment du bord et regarde à l'intérieur. Elle voit un énorme nuage rouge se répandre dans l'eau, comme si l'entité infectait toute la piscine. L'entité ayant disparu, les amis retournent en banlieue.
Une fois chez Paul, Jay et lui se barricadent dans sa chambre où elle accepte finalement de coucher avec lui. Après coup, ils s'accordent pour dire que rien n'est différent. Le lendemain, Paul se rend dans le quartier malfamé de la ville et attire l'attention de quelques prostituées. Si la malédiction est toujours active, il a l'intention de la transmettre dès que possible. À l'hôpital, les amis rendent visite à Yara. Elle se remet bien de sa blessure, mange un sandwich et lit pour elle-même. Jay et Paul rentrent chez eux en se tenant la main. Ils ont l'air épuisés et ne se disent pas un mot. Ils ne remarquent pas qu'une silhouette inoffensive les suit de près. Et il est clair que l'entité est de retour pour le deuxième round. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu It Follows? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!